Alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses dans cette vidéo. On va parler effectivement d'assembly parce que c'est le cœur du CTF qu'on va résoudre, donc du challenge qu'on va faire. On va parler de Pico CTF, on va parler de CTF et de la réalité, de la pratique. On va même parler légèrement de Try Hack Me. Bref, on va voir pas mal de choses. Donc commençons tout de suite, perdons pas de temps. Qu'est-ce que c'est Assembly? Alors en fait, il y a déjà un rappel à faire qui me paraît important, c'est qu'il faut comprendre que votre ordinateur, il ne comprend rien. En fait, un ordinateur, il réfléchit qu'en binaire, en une série de 1 et de 0. Et ça paraît un peu bête dit comme ça, hein, mais en fait, je trouve que c'est important de le repréciser, surtout dans notre époque actuelle, où la presse et de manière générale, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, de ce genre de choses, et on nous dit l'ordinateur réfléchit, pense de lui-même, etc. De manière très sensationnaliste pour les gens qui ne sont pas dans la tech, hein. Mais c'est important de revenir sur la base que l'ordinateur ne comprend que les 1 et les 0. Le problème qui se pose, du coup, c'est que quand on fait de la programmation, et ben en fait, là encore une fois, notre code, il n'est pas capable de le comprendre. Les mots qu'on utilise pour coder, n'importe quel langage de programmation, que ce soit du Python, du C, du JavaScript ou autre, il n'est pas capable de le comprendre. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a une étape en plus à rajouter entre le code et la traduction, si vous voulez, vers du binaire. Et cette étape en plus, en fait, c'est la compilation. Le compileur en anglais, compilateur en français. En gros, c'est une étape intermédiaire où on prend votre code, on le transforme pour que la machine puisse l'exécuter. Alors, en fonction des langages de programmation, c'est plus ou moins important. Si vous faites du Python, vous n'êtes jamais posé ce genre de questions-là, globalement, puisque c'est un langage interprété, donc il n'y a pas besoin de faire cette étape vous-même. Par contre, si vous programmez dans un langage de programmation bas niveau comme le C, par exemple, qui est un peu la base de Linux, entre autres, et ben vous êtes obligé donc d'écrire votre code et ensuite de faire d'autres opérations. Là, par exemple, si on prend encore une fois l'exemple du code en C, ça c'est un code qui permet de print Hello World. C'est le code un peu de base qu'on vous apprend pour apprendre déjà la première chose que vous voyez quand vous apprenez du C en gros. C'est de print Hello World avec un saut de ligne avec le slash n, hein. C'est un petit détail, mais bon. Euh, donc ce programme ultra complexe, bien entendu, bah, en fait malheureusement, vous pouvez pas le lancer. Vous pouvez pas l'utiliser dans son état là, comme ça. Vous avez un fichier qui s'appelle hello.c, et ben vous pouvez pas l'utiliser. Vous êtes obligé d'utiliser un compilateur pour pouvoir faire la traduction. Sur Linux, en fait, il y a un compilateur connu qui est GCC. Vous pouvez en utiliser d'autres. Il y a aussi CC, juste comme ça, qui est un petit peu différent. Il y a aussi, je crois, Clang. Enfin, il y a plein de versions. Mais celle qui est très connue, c'est GCC. Donc là, qu'est-ce qu'on voit là, en fait? On voit que sur la distribution Parrot, sur laquelle je suis, donc c'est une distribution Linux, c'est comme Kali, hein, si vous ne connaissez pas. Et en gros, bah, là, de base, j'avais juste mon fichier première ligne ls, donc j'avais juste mon fichier helloworld.c que je ne peux pas utiliser, que je ne peux rien faire. Donc du coup, je vais le transformer, je vais utiliser GCC, la source, et je vais utiliser l'option -o pour output, pour faire un fichier qui s'appelle hello. Ce fichier hello, c'est un fichier exécutable. Et vous voyez que d'ailleurs, la ligne suivante, bah, je fais ./hello, donc je le lance et je peux utiliser Hello World. Et c'est connu en cybersécurité parce que souvent vous allez voir dans des CTF ou même dans la pratique bah, des codes des exploits qui sont écrits dans certains langages de programmation, que ce soit du C, du C++ ou je ne sais quoi encore. Mais bon, souvent on voit dans l'exploitation de kernel de Linux, l'exploitation de Linux pour avoir les privilèges sur Linux, ben, on voit souvent des codes en C, ça arrive. Et ben du coup, vous êtes obligé de le télécharger sur la machine de votre victime, de le compiler et de l'utiliser. Et c'est un peu ça globalement que j'ai fait. Et là, l'ordinateur, ça y est, il comprend ce que je veux faire parce que ça a été traduit pour lui avec des 1 et des 0. Et là, il sait que bah, enfin, il comprend les choses, entre guillemets. Même si encore une fois, il comprend que des 1 et des 0, donc ça reste une machine, c'est pas super avancé, quoi. Mais en fait, dans cette étape-là, on pourrait se dire, on n'a toujours pas parlé d'assembly, c'est quand même un peu le cœur de la vidéo avec ces challenges et on ne sait pas où ça vient. En fait,
assembly, c'est justement une des étapes, on va dire, je simplifie un peu, hein, je sais que la police de la correction me dira, c'est pas exactement ça, mais en gros, dans l'idée, quand vous faites la compilation, il y a une étape, entre autres, parce qu'il y a plein d'étapes avec le linker, etc. Il y a une étape à un moment donné où en gros on traduit votre code en assembly avant de le mettre en binaire. Et c'est la dernière étape dans laquelle vous êtes capable de lire de lire quelque chose, vous, de manière humaine. Parce que vous ne pouvez pas lire la série de 0 et de 1, enfin vous pouvez lire hein, 0, 1, 0, 0, vous savez pas ce que ça veut dire, mais vous êtes content. Donc ça vous sert à rien. Et donc du coup, l'assembly à quoi ça ressemble? Ça ressemble plus ou moins à ça, à une suite d'instructions comme ça, avec plein de détails. Et nous, ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est ce que j'ai mis dans ce carré rouge, c'est en fait cette suite d'instructions. Donc avec XOR, par exemple, RAX, virgule, RAX. Si vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas, on va voir quelques détails. Et je vous mettrai aussi une petite recommandation pour voir du contenu un peu plus poussé pour essayer de mieux comprendre, même si moi je vais bien entendu vous expliquer au mieux la chose, parce que vous allez voir qu'en fait ça paraît hyper compliqué. Et moi la première fois que j'ai vu des choses comme ça, je vous le dis, je me suis dit oh là là, alors là ça c'est pas pour moi, parce que c'est du reverse engineering, un petit peu, enfin c'est des challenges de reverse engineering hein, en soi. Le reverse engineering, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, à quoi ça sert, en fait, c'est vous prenez un fichier que vous ne connaissez pas et vous essayez de le déconstruire pour voir comment il a été construit, justement, et pour voir ce qu'il fait exactement. Et souvent, c'est utilisé en cybersécurité sur des malwares, ou en tout cas des fichiers, des exécutables qu'on ne connaît pas et dont on a un doute et qu'on veut vérifier la sécurité des choses. Et bien, en fait, on essaye de casser un peu la chose pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et malheureusement, le niveau auquel on peut avoir accès, bah souvent c'est quelque chose comme ça, c'est de l'assembly, des instructions comme ça. Alors on a des outils qui nous aident, hein. Il y a Ghidra, il y a IDA Pro, etc. C'est des outils qui nous aident à traduire ça en code. Mais malheureusement, même avec ces aides-là, bah, parfois vous devez regarder des choses comme ça et essayer de comprendre un peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on est en train de regarder, etc., etc. En fait, toutes ces instructions-là qu'on a vues, à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles font dans l'ordinateur? En fait, elles sont là pour utiliser votre CPU. Et en gros, faire des opérations, bah, mathématiques ou autres. Et nous, ce qu'on va beaucoup voir là dans notre exemple, c'est sur les registers. Et en fait, les registers, cette section qui vient de Try Avec Me, hein, d'ailleurs, cette image, et ben, c'est là où on va voir beaucoup de choses. C'est là où on sauvegarde des données entre guillemets. C'est là où on déplace des données. Après, il y a aussi un concept de mémoire, hein, avec la stack et la heap, etc., qu'on va voir brièvement, très très brièvement, ce ne sera pas très complexe. Mais en gros, dans l'idée, l'assembly, lui, c'est des instructions pour votre CPU et pour votre ordinateur au plus bas niveau possible. Et après, bah après, bien entendu, c'est traduit en binaire pour que l'ordinateur fasse les opérations, hein. Mais globalement, au moins, vous avez ça. Et d'ailleurs, quand vous faites un code en C, quand vous faites de la programmation en C, il va vous arriver potentiellement, si ce n'est pas déjà le cas, d'utiliser des outils qui vont vous permettre de désassembler. Vous voyez, désassembler l'assembleur, assembly, assembleur, désassembler. Donc ça veut dire on casse notre code, notre fichier hello que j'avais créé, on va le casser dans un outil de désassembleur qui s'appelle GDB. Et du coup, vous allez avoir bah, carrément du code assembly, on va dire, et voir des choses. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous pouvez même coder en assembly directement. Vous pouvez faire vous-même des choses là-dessus. C'est très compliqué, ça sert pas à grand-chose, mais bon, ça peut être un peu marrant si vous avez un petit projet, juste de faire des petites choses comme ça, par-ci, par-là, en assembly, ça peut être sympa. Maintenant, on va parler de PicoCTF. Alors, PicoCTF, je voulais en parler parce que je ne sais pas, malheureusement, si c'est très connu en France ou pas, de manière générale. PicoCTF, donc c'est un peu comme une plateforme comme TryHackMe, HackTheBox, RootMe, vous connaissez sûrement, donc des plateformes où vous avez des genres de challenge de cybersécurité, de tout type, hein, vous avez plein de choses, et à partir de là, en fait, bah, vous devez trouver un flag, ce qu'on va faire d'ailleurs dans ces challenges, pour pouvoir valider le challenge et dire ok, j'ai réussi. PicoCTF, c'est fait par Carnegie Mellon University, hein, comme on le voit dans leur page d'accueil, c'est une université aux États-Unis. Alors, je ne crois pas que ça soit non plus super bien classé, Carnegie Mellon University, parce que c'est pas l'Ivy League, qui est un peu les plus grandes et les plus vieilles déjà, et
les plus réputées universités des États-Unis, hein, du coup, euh, comme Dartmouth, des choses comme ça, Harvard, etc., etc. Mais globalement, on le voit souvent quand même. Carnegie Mellon University, ils font pas mal de choses et ils ont tout un département informatique et entre autres cybersécurité. Et alors là, moi, je voulais en parler un petit peu plus que ça, parce que déjà, si vous ne connaissiez pas, bah, je vous encourage à y aller. Il y a beaucoup de challenges super intéressants pour apprendre des choses, donc n'hésitez pas. Et au-delà de ça, je voulais en parler parce que, en fait, ils ont beaucoup de résultats assez impressionnants et ils ont un point de vue sur ce qu'ils font avec le Pico CTF. Parce que derrière, l'objectif du Pico CTF chez eux, c'est pas simplement de dire, bah, en fait, on fait une plateforme de CTF pour tout le monde, comme ça fait des petits concours, c'est sympa, etc. Non. En fait, à la base, ça leur servait à faire plus ou moins, on va dire, de la sélection pour des gens dans la cybersécurité, dans leur équipe, pour trouver les meilleurs. Et comme ça, essayer de faire participer à des compétitions vraiment importantes comme la DEF CON. La DEF CON, si vous ne connaissez pas, bah, c'est une grande conférence qui a lieu à Las Vegas, aux États-Unis. Et c'est une conférence de hacking très connue. Ça existe depuis quand même pas mal d'années. Et en gros, il y a des compétitions, il y a aussi beaucoup de présentations, il y a beaucoup de professionnels qui y vont, etc. Donc c'est un gros événement international là-bas qui souvent pose plein de problèmes. Il se passe toujours plein de choses à la DEF CON, etc. Même si enfin, c'est pas des hackers mal intentionnés, hein, c'est des gens qui, tout à fait des hackers éthiques, hein, en tout cas aujourd'hui, peut-être au début, je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui, maintenant, il y a même les autorités qui vont là-bas, qui essayent de recruter, etc., etc. Un peu comme dans toutes les conférences de sécurité que vous pouvez trouver même en France, hein, avec le hack par exemple, où vous voyez qu'il y a beaucoup d'écoles, vous voyez qu'il y a la DGSE, il y a l'armée de l'air, etc. Enfin, il y a beaucoup de monde dans ces conférences-là pour essayer d'attirer les jeunes et les étudiants chez eux. Et ben, c'est un peu la même chose. Et eux, ils ont quand même beaucoup de résultats assez impressionnants. Euh, Cet article-là, il date pas de 2024, hein, il doit dater de 2023, mais en gros, quand même, ils ont réussi à gagner plein de fois, plein de choses, et pas que à la DEF CON, mais aussi dans d'autres compétitions très connues. Et la question qui se pose toujours, en fait, pourquoi je voulais en parler, c'est qu'on parle toujours des CTF et de la réalité. Et on nous vous dit souvent, bah, les CTF, c'est pas égal à la réalité. Alors c'est un peu vrai, mais sauf que là, moi j'ai envie d'apporter leur point de vue de Carnegie Mellon et de vous parler de cette conférence qui est super intéressante, qui est un petit peu vieille, que vous pouvez trouver donc sur YouTube, How the Best Hackers Learn Their Craft. Et c'est fait par quelqu'un qui, justement, travaillait, en tout cas à l'époque, peut-être maintenant c'est plus le cas, pour Carnegie Mellon University et qui faisait le Pico CTF. Et en gros, il explique que avec ça, ils arrivaient donc à essayer de trouver les meilleurs et ils se rendaient compte de plusieurs choses. Ils se rendaient compte que les meilleurs n'étaient pas forcément des gens qui avaient commencé la cybersécurité il y a 20 ans, ni même utiliser les ordinateurs quand ils avaient l'âge de 2 ans et puis ils savaient déjà coder en binaire. Ok. Cette légende un peu voilà, de ces gens-là qui ont commencé petits, ça arrive, mais il n'y a pas que ça. Parmi les meilleurs qui gagnent les concours, en fait, c'est toute une mentalité à avoir, une pratique à avoir, etc. Et justement, entre autres, dans cette conférence, il vous explique pas mal de petites choses intéressantes. Et entre autres, la question de est-ce que le CTF entre la pratique et la réalité, il y a un monde à part? Bah, bien entendu, il vous dit oui hein, dans la conférence, mais il explique qu'en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein. Donc là, il montre que, en gros, ça leur sert à évaluer pas mal d'étudiants avant d'entrer à l'université, et comme ça, genre, ils prennent les meilleurs. Et d'ailleurs, en fait, en gros, pour le top 50, ils leur font des recommandations pour n'importe quoi, hein. S'ils ont besoin d'une recommandation pour rentrer dans une université, même si c'est pas la leur, en fait, ils sont super sympas, ils leur font leurs recommandations en disant, bah, tel étudiant, il a réussi quand même à être parmi les 50 meilleurs, parmi des milliers. Franchement, il est pas mauvais, prenez-le. Et sinon, bah, ils le prennent dans leur école potentiellement, quoi. Et du coup, en fait, des gens qui sont sortis de Carnegie Mellon University, après, et même pendant, ils ont réussi à gagner, comme je vous disais, des compétitions, mais pas que des CTF un peu irréalistes ou autres. Non, non. Même des compétitions de bug bounty ou autres, où là, on était dans des cas concrets, réels. D'ailleurs, je crois qu'ils citent à un moment donné un étudiant qu'ils avaient, qui était très bon, qui était dans leur équipe, et qui a participé à une compétition. Et dans cette compétition, il fallait hacker une Tesla, une vraie voiture Tesla.
Et le mec a trouvé une faille de vulnérabilité, un truc que personne n'avait jamais trouvé pendant la compétition, et du coup a gagné de l'argent, etc. Donc en fait, ils expliquent que oui, il y a une différence, pardon, il y a une différence, mais globalement, ça peut aider. Alors, je vous invite à vraiment regarder cette vidéo pour voir aussi que ça va un peu plus loin que simplement de résoudre des CTF, hein. Ils font pas mal de choses quand même. Ils ont tout un procédé pour créer des bons hackers, on va dire, des gens compétents. Mais c'est super intéressant et je trouve que c'est important parce que souvent vous allez entendre dire ouais, mais les CTF, c'est pas la vraie vie, etc. C'est vrai, c'est pas la vraie vie. Mais derrière toute la mentalité de rechercher comment quelque chose fonctionne, de rechercher du coup comment on peut le casser et de bien le comprendre pour l'utiliser, bah ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer dans n'importe quelle technologie que vous allez voir dans la vraie vie. Et donc, du coup, si vous avez déjà ces genres de réflexes-là, que tout le monde n'a pas, et ça c'est sûr et certain, ben en fait, oui, vous pouvez faire quand même des choses intéressantes. Maintenant, on va parler des prérequis. Idéalement, si vraiment vous ne connaissez vraiment rien, rien, rien à l'assembly, c'est pas grave, parce qu'on va voir que c'est relativement simple, je vais vous l'expliquer. Mais si vous voulez creuser un peu le sujet, en introduction, il y a deux rooms sur TryHackMe qui sont super. C'est x86, donc Architecture Overview, x86 Assembly Crash Course. C'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire, hein, le premier et le deuxième. Vous êtes techniquement pas obligé de faire le premier, mais faites-le, parce que sinon vous n'allez pas tout comprendre dans la suite. Et c'est vraiment deux cours top, donc je vous les recommande. Ils sont pas mal. Mais malgré ça, eh ben, il y a certaines choses qui sont dans ce cours-là, qui est un peu une introduction, encore une fois, hein, et ben, que vous n'allez pas voir là dans les challenges. Mais vous inquiétez pas, on va le voir ensemble et c'est relativement simple. Donc allons-y, on commence avec Bitoasmin, qui est donc le premier challenge, et on nous donne un énoncé, on nous dit, OK, can you figure out what is in the EAX register? Donc register, c'est justement une chose dont on a parlé un petit peu avant, c'est dans votre CPU, il y a un registre en français qui s'appelle EAX qui est utilisé, et quelle est la valeur qu'il va y avoir dedans? La valeur qu'on va trouver, elle sera exprimée, la suite hein, de ce qui est écrit en gros, si vous n'êtes pas très bon en anglais, bon je vous encourage vraiment à vous améliorer, mais, mais vous, parce que vous pouvez, hein, c'est pas non plus rédhibitoire, impossible, etc. Mais en gros, il nous explique que ça va être sous un format hexadécimal, ce qui est normal puisque en assembly, c'est tout le temps en hexadécimal, c'est pas en décimal classique. Et que du coup, il faudra traduire notre résultat de hexadécimal en décimal et on le met dans à l'intérieur de nos crochets avec Pico CTF. Donc on nous explique ça. Et du coup, on nous donne un fichier texte avec ça. Et là, tout de suite, si vous connaissez pas, vous vous dites, ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de regarder? En gros, pour vous expliquer un peu la chose, ici, dans cette colonne-là, avec plus 0, plus 4, plus 5, etc., c'est un peu comme quand vous éditez du code, quand vous écrivez du code, c'est des numéros de ligne, si vous voulez. C'est pas exactement ça, mais on s'en fiche, on va appeler ça comme ça. Ensuite, après les deux points, on a ici nbre 64, push, move, 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 pop, etc. Ça, c'est des genres d'instructions, en gros. Et à côté, donc à droite encore, ici, en fait, c'est ce qu'on est en train de manipuler avec nos instructions. Et qu'est-ce qu'on est en train de manipuler? Bah là, dans la plupart des cas, on est en train de manipuler en gros des registers, justement. Donc des registres dans notre CPU. Donc RBP, Base Pointer, c'est un registre dans notre CPU et en gros, on est en train de faire des opérations dessus. Donc on voit push RBP, move RBP RSP, move dword PTR, RBP-0x4, etc. On voit pas mal de choses. Et là, au plus 15, on voit MOV, donc move, je veux dire move, hein, c'est peut-être pas le bon terme hein, honnêtement, mais exact, mais moi je l'ai toujours représenté comme move. EAX, virgule, et là on a une valeur en hexadécimal, donc 0x30. Et après on a bon, d'autres lignes. Donc là c'est intéressant parce que en gros, nous c'est ce qu'on recherche justement, EAX. Et en fait, toutes les lignes que vous voyez au-dessus et en dessous, on s'en fiche. C'est du bruit. Ça fait peur. Si vous connaissez pas du tout Assembly, vous dites oh là là, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, nous, on nous demande de quelle valeur est EAX. Et c'est justement sur cette ligne-là que ça arrive. En fait, un MOV, comment
C'est un move, hein, moi je vais appeler ça move, hein, je ne sais pas si encore une fois si c'est le bon terme. Mais en fait, comment ça se stylise? En gros, la valeur ou le contenu qui est à droite de la virgule, ici, vous voyez, on a une virgule, donc 0x30, on va le mettre à l'intérieur de EAX. Et on peut, bien entendu, avec les autres moves, hein, on peut regarder, ligne 8, ici donc EDI, ce qu'il y a dans EDI, s'il y a quelque chose, si c'est un registre, eh ben, on va le mettre là-dedans, donc dans tout ce qui est écrit dword, ptr, rbp, -0x4. On va revenir un peu sur dword un peu plus tard, mais pour le moment, c'est pas important. En tout cas, on va mettre le contenu à droite de la virgule dans celui de gauche. Donc on parle de source et de destination. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, notre EX, tout simplement, on lui a mis 0x30. Et 0x30, bah, si on essaye de le convertir en chiffres de hex vers décimal, bah, ça fait 48. Voilà. Le premier challenge est résolu. C'est Pico CTF 48. Et c'est tout. Maintenant, Bitoasm 2. Donc là, ce second challenge, on nous demande exactement la même chose. Ça ne change pas. C'est toujours EAX register. Donc ce qu'on va faire là maintenant, on va vraiment se concentrer, on va se dire, bah ok, j'ai compris, tout à l'heure vous m'avez bien eu, il y avait plein de lignes, c'était compliqué. Bah maintenant je vais me focus que sur EAX. Donc là, si on regarde, bah, on voit pas mal d'instructions et on voit bah, effectivement EAX, ligne 22, move, EAX, mais là, là c'est un peu différent, c'est quelque chose de nouveau. Dword, PTR et entre crochets RBP-0x4. Et là on se dit, oula, ok, d'accord. Mais si on regarde bien, on voit que la ligne d'avant, si on remonte, eh ben, on nous parle déjà de dword PTR et RBP 0x4. Et qu'on met quelque chose dedans parce que c'est une instruction move. Donc, comme on a dit, une instruction move, c'est on met la chose qui est à droite de la virgule dans le contenu de gauche. Et là, on nous dit, bah, en fait, on met 0x9f1, etc. dans dword. Donc en gros, on a vu notre EAX et on voit que c'est présent que sur cette ligne-là. Et donc en fait, tout le reste, tout ce qui est au-dessus ou en dessous, bah, en fait, on peut l'effacer. Ça ne nous sert pas. Ça nous servirait potentiellement si on faisait des choses dessus, mais nous, là, immédiatement, là, tout de suite, on s'en fiche. Nous, on veut juste connaître, résoudre le challenge et connaître le contenu du registre EAX et qu'est-ce qu'il y a dedans. En fait, c'est simple, du coup, enfin, c'est simple. Peut-être maintenant, je pense que vous avez un peu compris avec Move. En gros, on a mis 0x9, et je cite pas la suite, hein, mais 0x9, f, etc., dans des words, et on a dit ensuite, bah, donc, des words égale 0x9, et ensuite on nous a dit, bah, EAX égale des words. Donc EAX égale des words qui est égal à 0x9. Vous voyez? On a bougé d'un côté, et on rebouge de l'autre. Bah, c'est un peu comme si on utilisait des variables en programmation, hein, globalement. Et donc, il ne nous reste plus qu'à traduire qu'est-ce que 0x9f1a de hexadécimal vers décimal, et ça nous donne notre résultat, notre Pico CTF. Donc on met Pico en lettres minuscules, CTF en lettres majuscules, tout attaché, brackets, euh, et du coup on met notre chiffre et fin des brackets, et on a le flag, on a trouvé la solution du problème. Donc là, on vient de résoudre notre second challenge de manière, encore une fois, assez simple. Vous avez vu beaucoup de bruit, beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas non plus, hein, il y a des choses qu'on ne connaissait pas, des words, etc. En fait, je ne vous ai pas parlé de des words parce qu'en gros, ça ne nous impacte pas dans notre challenge, dans le sens où en gros, c'est quelque chose qui va vous changer la quantité maximum, on va dire plus ou moins, en 32 bits, etc. Mais on s'en fiche, en gros. Pourquoi? Parce que la valeur 0x9FE1A, elle est de toute façon inférieure à ça. Donc peu importe qu'on essaye de resize, imaginons on essaye de resize 8 bits dans quelque chose qui peut contenir 16, bah on s'en fiche. Parce qu'en fait, oui, 8 bits dans 16, ça rentre, on peut remplir nos petites cases. Donc en fait, des words ici, c'est même pour faire un peu peur, parce qu'en fait, on l'utilise même pas, il n'y a même pas d'opération compliquée à faire. Maintenant, là, on arrive sur un troisième challenge, hein. Donc là, on a déjà résolu deux challenges. Vous avez déjà réussi à résoudre deux challenges là-dessus. On a un troisième challenge. Donc on peut, encore une fois, de nouveau réfléchir de la même manière en se disant, bah moi, je cherche EAX. Donc je vais regarder du bas vers le haut cette fois. Je ne vais pas lire le texte comme ça, parce que moi, je suis intéressé par EAX.
Donc je vois ligne plus 44, donc la ligne 44 en gros, move, EAX, et dword, etc., 0x4. Je vais l'appeler 0x4 à partir de maintenant. Je me dis, ah, ok, donc je dois trouver ce dword 0x4. Je vois que la ligne plus 41, il y a écrit move dword ptr 0x4. Ah bah c'est ce que je cherchais. Ah, c'est un peu bizarre parce que vous constaterez que sur la ligne 41, on rebouge EAX dans dword. Bon, on y reviendra, mais ok. Donc on sait que ces deux lignes-là sont importantes. Ligne 36, ah, je revois EAX. Cette fois, on a un add. Add, c'est pour addition, hein. C'est assez simple. Vous voyez, c'est assez explicite. Et je vois EAX. 0x1, F5. Ok, je me dis ok. Je remonte encore, ligne 32, EAX de nouveau. Et là, par contre, le dword, c'est pas le même. Parce que vous voyez, c'est écrit dword PTR, c'est comme dans la ligne 44, mais sauf que c'est écrit RBP-0x8. Donc ça veut dire que maintenant, il faut que je cherche ce 0x8. Ce 0x8, il va être important. Et en plus, il y a une nouvelle instruction, imul, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu encore, mais qu'on va voir. Et donc du coup, il faudra que je recherche qu'est-ce que ça veut dire. Je refais encore le même procédé. Donc ligne 29, encore une fois, il y a un EAX, mais cette fois, encore une fois, un autre dword différent avec 0xc. Et je répète l'opération comme ça, hein, donc je cherche les 0x8 et je cherche les 0xc. Et en fait, ça me permet de garder juste les lignes qui m'intéressent. Et il y a pas mal de lignes qu'en fait je vais supprimer. En fait, si je supprime toutes les lignes où il n'y a aucune interaction entre EAX et une autre variable, on va dire, bah je m'en fiche, je la supprime. Maintenant que j'ai que l'essentiel là qui est affiché. À partir de là, je vais commencer une traduction. Donc je commence vers le haut, hein, à la plus 15. On nous dit move dword ptr 0xc. Bon, bah, je vais l'appeler encore une fois un 0xc maintenant parce que c'est chiant. Et donc, du coup, on nous dit bah, la valeur hexadécimale 0x9 f1 machin, je la mets dans 0xc. Donc, si je voulais traduire un peu différemment, si je voulais l'écrire différemment, peut-être pour quelque chose de plus clair, bah, en gros, je le traduis comme ça. Je mets 0xc égale, c'est comme si c'était une variable, c'est comme si vous mettiez x est égal à 4, bah là, x est égal à 0x9 f1. Et j'ai fait pareil pour la ligne du dessous parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. C'est move dword rbp-0x8, 0x4. Donc en gros, là, c'est comme si on avait dit bah, x est égal temps, y est égal temps. Ok. Maintenant, ligne 29, on nous dit move le contenu de i0xc dans EAX. Donc en gros, nous, on connaît le contenu déjà de 0xc. On le sait, c'est la première ligne, c'est la première chose qu'on a analysée. On a la valeur hexadécimale 0x9, f1, etc. Donc du coup, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est on est en train de dire EAX est égal dword ptr 0xc, etc. qui lui-même est égal à 0x9 fe1a. Donc en gros, la première ligne d'ailleurs, la toute première ligne, on va l'effacer hein, après, parce qu'on n'en a plus besoin, puisqu'en fait, on sait que EAX est égal à 0x9 fe1a. Maintenant, ligne 32, imul. Alors, imul, maintenant, déjà, c'est quelque chose de nouveau. On ne le connaît pas, ça. En fait, imul, c'est pour multiplication. Donc, on nous dit, en gros, qu'on va multiplier deux éléments qui sont séparés par la virgule, donc EAX, et RBP moins 0x8, dword, etc. Ça tombe bien, je connais aussi la valeur de 0x8. Donc c'est top, parce qu'en gros, je sais déjà ce que je suis en train de multiplier. Dans Imul, la chose qui est importante à savoir, et même pour les autres opérations, c'est qu'il y a toujours aussi le même concept que move. C'est-à-dire que à droite de la virgule, c'est la source, et de l'autre côté, c'est la destination. Donc ça veut dire que si on fait une multiplication là, si on fait une multiplication de EAX par quelque chose, et ben comme on l'a mis en premier, comme on l'a mis ici, hein, je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'ai mis un petit cercle rouge normalement, EAX ici, et ben en gros, le résultat de mon opération, je vais le mettre dedans. Donc ça veut dire EAX va être égal à 0x9f1a multiplié par 0x4. Donc là, je vous ai mis quand même une petite image hein, pour resimplifier un coup. Et donc là, on fait le imul. Et donc du coup, 0x9f1 machin égale. Pour le moment, je ne traduis pas encore. Je ne m'embête pas. Je ne veux pas le traduire tout de suite parce que j'ai pas fini. Je pourrais tout de suite traduire
du hexadécimal vers le décimal, mais on va pas le faire tout de suite parce que c'est pas fini. Il reste encore d'autres lignes. Et là, on a la ligne 36, on a add. Bon, bah add, c'est un petit peu plus explicite que imul, même s'il y a mul de multiplication, mais bon, il y a le i, on peut pas savoir, bon, un peu compliqué. La add, c'est super simple. Add, c'est addition. Donc ça veut dire que je prends le contenu de ma variable ax, qui de base est un registre dans mon CPU, mais c'est comme si c'était une variable là, hein. Et je lui ajoute une valeur qui est à droite de la virgule. Et le résultat de cette addition, je le garde dans ce qui est à gauche, donc dans EAX en soi. Je le garde là-dedans. Donc maintenant, on a une nouvelle formule. EAX est égal bah, quelque chose multiplié par quelque chose d'autre, hein, en x. Et ce résultat-là, on va additionner la ligne qu'on vient de terminer. Vous voyez que là déjà, on est passé d'un code à, je sais pas, il y avait quoi, 15 lignes, je sais pas, j'ai pas compté. On a réduit, on n'est plus qu'à 3 maintenant. Maintenant, on va parler de ces lignes. Je vous ai dit au tout début, tiens, c'est bizarre, on a bougé des words, PTR, dans, etc. En gros, ligne 41, on nous dit quoi? On nous dit que le contenu de AX, donc cette formule en rouge, hein, en gros, ce contenu-là, on doit le bouger dans des words PTR. Des words PTR, encore une fois, il peut faire peur parce que si vous recherchez ce que ça veut dire sur Internet, déjà, vous allez voir que des words, en fait, c'est comme si on essayait de mettre une certaine taille à un élément. Et effectivement, si l'élément est trop grand, et ben du coup, ça veut dire qu'on va devoir le réduire. C'est comme si vous essayiez de mettre un gros contenant dans un petit Tupperware et que ça rentre pas. Bah, vous pouvez pas tout mettre, mais vous en mettez quand même dedans. Ok? Bon, c'est un exemple des plus, des plus voilà, hein. On ne vous voudrait pas pour cet exemple. Mais dans l'idée, vous avez compris. Si vous avez 5 kilos de pâtes et que vous avez un petit Tupperware de 250 millilitres, ça va pas rentrer. Mais vous allez pouvoir quand même en mettre dedans. Et ça fait un peu peur parce qu'on se dit, oula, donc il y a ça. Mais en fait, jusqu'à présent, en fait, on n'est toujours pas, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, on n'a toujours pas dépassé cette taille parce que hein, il faut pas oublier que un hexadécimal, ça vaut 4 bits. Donc du coup, même là, on a en gros 0x9fe1a. Bah, en gros, là déjà, on est à 5. On n'est toujours pas à 32 bits, même si on le multiplie par 4, parce que 0x4, hein, ça fait, de hexadécimal à décimal, c'est 4, hein, je vous le dis déjà. Bon, normalement, vous le savez, mais on ne sait jamais. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'hexadécimal, n'hésitez pas à vous renseigner. Mais c'est assez simple. C'est un mode de- de- de représentation, on va dire. Et, euh, et du coup, même si après on ajoute, etc., on est loin de 32 bits. Donc en fait, je m'en fous. C'est encore une fois, des words, comme dans le précédent challenge, il essaye de faire peur, mais il me concerne pas, moi. Et en plus, c'est bizarre parce que je renverse le contenu de AX dans ce des words là, et après, ligne 44, je refais de nouveau le contenu que je viens tout juste de mettre de nouveau dans EAX. Et c'est que des moves. Il faut comprendre que move, c'est pas, ça fait pas d'opération, ça vient pas rajouter des choses dans d'autres. Parce que aussi, ça pourrait être l'erreur que vous pourriez faire, c'est de dire, bah, en fait, moi j'ai déjà du contenu dans RBP 0x4, est-ce que je l'additionne? Non, on ne nous dit pas de additionner, on nous dit juste de bouger les données, de changer les données. Donc c'est comme si on changeait les variables. Donc au final, ces deux lignes-là, elles font peur, mais elles servent à rien. Donc maintenant, la solution, on va la trouver. On va on va convertir pardon, nos hexadécimaux en décimaux. Donc le 0x9, etc., le 0,1fx, 1f5, pardon. Donc on voit que ça donne telle valeur et telle valeur. Bon, je vous ai pas mis l'image de 0x4 parce que ça fait 4, hein, ok, je n'insulte pas non plus, c'est la base. Mais si vous ne le saviez pas, bah, vous pourriez le faire là-dedans, hein. Vous tapez hexadécimal tout décimal sur Internet. Vous allez tomber sur ce site-là. D'ailleurs, c'est le premier qui ressort, c'est le plus connu. Et puis vous mettez 0x machin, et vous allez voir que ça est égal à 4 en décimal. Donc du coup, on fait notre calcul, donc notre formule, hein. Je remplace toutes les variables, on va dire, par leur valeur. J'obtiens mon résultat et je le mets dans mon Pico CTF pour avoir le challenge. Je le mets sur le site internet et puis j'ai validé, j'ai gagné les points, on va dire, même si maintenant ça fonctionne plus par des systèmes de points, mais peu importe, j'ai validé le challenge, j'ai réussi le troisième challenge en assembly. Et du coup, bravo à vous. Si vous avez compris, en tout cas, bravo à vous. Et maintenant, vous pouvez même comprendre quelque chose de super important. Vous pouvez comprendre la bannière de la chaîne YouTube.
add vidéo like, bah en fait, je prends un like, je l'ajoute à la vidéo. Add YouTube channel follow, bah je ajoute un follow à la chaîne YouTube. C'est pas du tout pour vous dire de suivre et de liker la vidéo, hein. Mais quand même, faites-le. Bon, dernier challenge. Donc là, on arrive sur le dernier challenge de reverse engineering BitoAsm avec de l'assembly. Bon, il y a plein d'autres challenges hein, d'ailleurs hein, sur PicoCTF de reverse, hein, si jamais. Mais voilà, on arrive sur des... C'est toujours la même chose. Vous connaissez le drill. C'est EAX register qu'on cherche. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Et là, on arrive de nouveau vers quelque chose de beaucoup plus long et, euh, et avec de nouvelles choses, hein, quand même, de nouvelles choses. Si on part encore une fois du bas, avec EAX, en fait, on se dit, OK, move, EAX, bah, je fais comme dans l'autre challenge, je suis un peu à la trace les variables, les contenus des variables, et du coup, bah, je vais remonter au fur et à mesure pour voir. Et je vois qu'en fait, ce 0 RBP 0x4 des Word là, qu'on a en ligne 41, on l'utilise pas mal de fois quand même. On l'utilise sur la ligne 37, on l'utilise sur la ligne 31, on l'utilise sur la 22, sur la 15. On l'utilise un peu partout en fait. Donc, et en plus de ça, il y a des lignes où c'est pas écrit vraiment. Si vous regardez ligne 29 et en gros ligne 35, bah, on voit qu'il y a des JLE, JMP, et puis moi j'ai envie de dire, bah, je m'en fous du coup. Mais là, c'est le piège. Malheureusement, là, il faut avoir un petit peu plus de connaissances. Ce JLE et ce JMP, on va le garder. Donc dans toutes les données qui nous servent à rien, encore une fois, je vais les enlever. Mais je vais devoir garder ce JLE et ce JMP. JMP pour jump et JLE aussi, c'est pour jump. Mais on va voir, on va voir. Donc en gros, si je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas, tout ce qui ne me concerne pas, pour résoudre ce challenge, et ben du coup, j'ai ça. Et j'ai donc gardé ces fameuses lignes 29 et 35. Donc si on prend la première ligne, move, bon bah c'est la quatrième fois qu'on voit quelque chose comme ça, enfin même plus que ça d'ailleurs. Mais en gros, on prend cette valeur hexadécimale, on la met là-dedans. On le met dans cette variable. Donc si je traduis, dwordptr est égal à ça. Donc il faut considérer encore une fois dwordptr comme si c'était le nom d'une variable. Et là maintenant, on a une nouvelle instruction qu'on ne connaît pas, et là c'est un peu plus complexe, je vous avoue. C'est CMP, c'est pour compare, pour comparer en gros. En gros, je lui demande de comparer le contenu de ma variable avec une autre valeur, pardon, qui est 0x2710. Donc, bah ok, d'accord, on compare. En fait, ce qui est un peu complexe à comprendre, c'est que ici, ça va pas changer la valeur de notre variable des word, machin. Ça va pas changer rien du tout, entre guillemets. Ça va juste setup un flag. Alors, on n'a pas parlé des flags. En gros, c'est un concept en assembly où, en gros, où quand vous faites certaines opérations, vous avez des, au lieu d'avoir à garder le résultat de l'opération dans une variable, on va dire, dans un registre en tout cas, et ben cette fois, on va mettre une petite annotation à côté, comme si on écrivait à côté une petite note, comme si on faisait une petite retenue sur une addition ou des choses comme ça. On va mettre une petite note à côté et on va la garder de côté justement pour l'utiliser plus tard. Et nous, on va l'utiliser, ce compare, on va dire, bah, est-ce que 0xf9a, bah, je le compare à l'autre valeur, est-ce que c'est supérieur ou égal, etc. Et malheureusement, là, en fait, on ne sait pas. Là, avec compare, je vous dis de comparer les deux valeurs, mais je vous dis pas est-ce que l'un doit être supérieur à l'autre. Je ne sais pas. Parce que ça, je vais le déterminer sur la ligne suivante, la ligne 29, avec le JLE. En fait, JLE 0x, machin, etc. Et vous voyez, la fin de la ligne, c'est main plus 37. Donc ça veut dire quoi, main plus 37? C'est la ligne 37 qu'on a, c'est l'avant-dernière ligne, hein, où il y a écrit add. En gros, on lui dit J pour jump, si c'est less or equal, si c'est less or equal, donc moins supérieur, enfin inférieur ou égal. Et du coup, bah en gros, si c'est le cas, tu vas à la ligne 37. Et mais supérieur à quoi, etc. Mais en fait, je me réfère à la ligne compare. Donc en gros, si je voulais un peu imager, bah, en gros, c'est comme si je disais, est-ce que la valeur
donc 2710 en hexadécimal, elle est supérieure à l'autre valeur que j'ai. Si c'est le cas, si oui, tu vas à la ligne 37. Mais là, il n'y a pas de surprise, hein, ça n'est pas le cas. En fait, même si vous n'avez pas besoin, vous pouvez convertir en hexadécimal pour essayer de voir, hein, et vous allez voir la chose, mais vous allez voir que c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, moi je peux le déterminer simplement comme ça, mais vous aussi, hein, je pense, si vous connaissez un peu hexadécimal, si vous connaissez pas, c'est pas grave. En gros, vous voyez, après le 0x, il y a 1, 2, 3, 4, et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc quoi qu'il arrive, la conversion de l'ex vers le décimal, elle va pas être supérieure. Donc on s'en fout. Donc concrètement, je sais que j'ai pas de problème là-dessus. Je vais pas à la ligne 37. Donc la ligne 37, en fait, bah, on n'y va pas. Donc ces deux lignes-là, compare et JLE, bah, elles nous ont permis, pardon, de tester des choses, mais on n'y va pas, donc on s'en fout. Donc on continue et on nous dit, bah en fait, ligne 31, hein, sub. Donc sub, c'est comme add, mais dans le sens inverse. Donc on enlève quelque chose. Donc à 0x4, en fait, j'enlève 0x65. Parce que c'est subtraction. Donc, enfin, c'est subtraction d'ailleurs en anglais, je crois. Donc du coup, bah en fait, vous voyez, j'avais de base une valeur 0x9 f1 machin, bah je lui enlève 0,65. Voilà. Maintenant, ligne 35. On nous dit JMP, un chiffre en hexadécimal qui est une position en fait, hein, c'est une position dans votre mémoire, mène plus 41. Donc en gros, on nous dit jump, comme tout à l'heure avec le JLE, jump vers la ligne 41. Et là, on pourrait se dire, ah, mais là, est-ce que je dois garder encore les flags, etc. Eh ben non, parce que là, en fait, c'est un jump qui n'est pas conditionné. C'est-à-dire que si ça avait été d'autres lettres au lieu de JMP, si ça avait été encore une fois de nouveau JLE, bah, on aurait eu un autre comportement à faire. Mais là, on s'en fiche. En gros, on nous dit, va à la ligne 41. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller à la ligne 41? La ligne 41, si on la regarde, en gros, bah, c'est de mettre ma variable 0 RBP moins 0x4 dans EAX. Moi, je connais déjà le contenu de cette variable, c'est la deuxième ligne, hein, c'est ma soustraction, puisqu'on a fait une soustraction, que je n'ai pas encore convertie, que je n'ai pas encore calculée ou autre, hein. Je l'ai laissé comme ça dans ce format-là. Et donc, du coup, je vais mettre ça là-dedans. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que la ligne 37, où il se passe quelque chose, où je rajoute, en fait, c'est une addition, add, dword, machin, etc., 0x65, bah je la fais pas, je m'en fiche, puisque j'ai sauté cette étape-là. Vous voyez? On a sauté, on a juste fait, la ligne 37, on l'ignore, en gros. On s'en occupe pas. Et c'est un petit piège, entre guillemets, dans le sens où vous auriez pu vous dire, bah ok, bah en fait, je vais à la ligne 41, je fais ce qu'il me dit en 41, je reviens à 37, du coup, 37, il me dit de rajouter quelque chose dans 0x4, je remets le contenu, et donc en fait, vous auriez fait des calculs en plus, enfin, en tout cas un en plus, bon, qui aurait supprimé en gros le 0x75, parce que moins 0x65 plus 0x65, bah, c'est comme si vous faisiez moins 1 plus 1, ça fait 0, hein. Jusque-là, je pense que vous pouvez suivre. Mais globalement, en gros, bah, si vous aviez fait ça, vous vous seriez trompé, quoi. Donc là, on nous dit juste, bah, jump. Et il n'y a pas de condition, fais juste jump. Et encore une fois, moi, dans mon challenge, je dois juste résoudre la question EAX, il est égal à combien? Et EAX, du coup, bah, je le traduis, c'est mon calcul. Je fais le calcul. Donc les 65, pardon, les 654 874 moins 101 quand je le convertis, et ça me donne mon Pico CTF. Et ça y est, j'ai fini tous les challenges mythoasme de Pico CTF, et j'espère que vous avez réussi à comprendre un petit peu l'assembly, même si c'est un peu compliqué potentiellement. Je vous invite vraiment encore une fois à bien aller creuser le sujet avec TryHackMe entre autres. Je trouve que c'est une bonne introduction. Sinon, il y en a d'autres aussi, hein, sur Internet, ça doit exister. C'est les deux que je connais qui sont bien. Je crois qu'il y en a une aussi sur Hack the Box Academy que j'ai pas encore fait. Donc je ne sais pas si, parce que Hack the Box Academy, parfois c'est très bien, parfois c'est un peu plus complexe, on va dire. Mais dans l'idée, voilà, il y a des choses quand même intéressantes. Et puis surtout, maintenant que vous êtes capable de lire ça, bah, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à suivre.
Je l'ai pas mis, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires et autres. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.